Médecine du sport, donc toutes les semaines au CHU, où je vois donc les pathologies crâniennes et rachidiennes des sportifs de ma région. Et donc ce problème-là, c'est quelque chose qui est fréquemment abordé. C'est un motif fréquent de consultation. Et par ailleurs, je préparais un rapport à l'Académie nationale de médecine sur ce sujet-là. Donc je vais parler un petit peu plus que les 10 minutes, tant pis, parce que j'ai des choses que je voulais vous dire, et puis on réduira les questions. Alors, pour commencer, une archive familiale. Mon arrière-grand-père, il a écrit ces lignes, et vous voyez qu'à l'époque, parmi les causes potentielles de démence, il avait parlé de démence traumatique. On parlait de ça au début du siècle. Et moi, je ne l'ai pas retrouvé quand j'ai appris les démences à la faculté de médecine, quoi. Alors, c'est un serpent de mer, et donc qui évolue là, qui revient comme ça. Donc j'ai pris cette bande chronologique, et on va commencer notre voyage en 1928. Donc le premier auteur qui a rapporté ça, les premières traces bibliographiques, c'est Mark Land, un Américain neurochirurgien formé en France, qui s'était intéressé à la boxe et aux signes neurologiques occasionnés par la pratique de la boxe. Et ces signes neurologiques, il les a regroupés donc, sous un gros vocable qu'il appelait le punch drunk, parce qu'il y avait un certain nombre de symptômes qu'on voyait liés à l'alcool. Il a défini des symptômes aigus, je prends un choc à la tête et j'ai une ataxie, un trouble d'équilibre, mais aussi des symptômes chroniques qu'on voyait chez les boxeurs plutôt dans la deuxième partie de la vie, quoi. Alors pour lui, après autopsie, il mettait ça en rapport avec des micro-hémorragies périvasculaires qu'il avait révélées. Bien. Ensuite, ces observations, elles sont régulièrement reprises à intervalles de temps réguliers. Et toujours pareil, ces auteurs-là, alors qui n'ont pas fait d'histologie, mais ils décrivent un tableau clinique chez les boxeurs, alors avec de multiples vocables, la démence des boxeurs, l'encéphalopathie pugilistique, plein de trucs. Et donc je vous ai mis des symptômes qui sont rapportés quand on lit ces articles, qui sont vraiment, on sent la couleur là d'observation médicale un petit peu ancienne, quoi. Bien. Ce qu'il faut garder de ces observations, quand on les lit comme ça, qu'on fait la synthèse, c'est que jusqu'au début des années 70, ça ne concernait que la boxe. Également, c'était toujours des athlètes de haut niveau. Très rarement le top niveau, pas le champion du monde, mais ceux qui croisaient sa route, quoi. Donc des gens exposés à un gros volume de choc à la tête. Et alors, il y avait, ils décrivent tous un peu ça, une corrélation avec le style de boxe, des gens qui se défendaient peu, qui prenaient beaucoup de coups. Donc, à l'époque, mais ça, il y a des facteurs sociologiques qui l'expliquent, que des hommes et donc de race blanche, quoi. Bien. Ensuite, donc ça avance en 1973, où là, il y a un pathologiste anglais qui se remet à autopsier des boxeurs, quoi. Et il va faire des observations anatomopathologiques beaucoup plus précises, avec des lésions très évidentes sur la ligne médiane, en particulier une cavitation du septum lucidum, c'est la fine cloison entre les ventricules latéraux, ou alors un septum qui est déchiré, fenêtré, etc. Et aussi, pour lui, ce qui explique une grosse partie des symptômes, une atteinte des neurones dans les noyaux gris centraux. La maladie de Parkinson liée à la boxe, ça n'existe pas, c'est des syndromes parkinsoniens, en fait, qui sont liés à cette lésion anatomopathologique. Alors, ce monsieur, donc, il a fait avancer les choses sur la deuxième partie de sa vie, la fin de sa vie. Il posait même la question, est-ce que la boxe, il faut l'interdire ou mieux l'encadrer? Il avait commencé aussi à s'intéresser à d'autres sports, et il avait vu que, paradoxalement, vous y attendez pas, mais le sport dans lequel ça avait été le plus rapporté, ces lésions-là, c'était l'équitation dans les îles britanniques. Et ensuite, on arrive en 2005. Je vous ai dit, les questions relatives à la neurotraumatologie des sportifs 2010, ça démarre de là, de cet article-là. Ce monsieur-là, en fait, un jour, c'était un légiste de garde, et il voit arriver donc à la morgue un type avec un aspect de homeless, un SDF. Il se dit, c'est pas normal qu'il meure à 60 ans, parce qu'en fait, il le reconnaît, c'était un joueur de football très connu de la ville de Pittsburgh. Donc il voit qu'il est mort d'un problème cardiaque, mais il se dit c'est pas normal, donc il lui ouvre le crâne. Et là, il va, en repotassant les articles des anciens, il s'aperçoit que ce monsieur-là, il a des lésions similaires à ce que décrivaient Corsellis, Mark Land, etc. Et donc, à partir de là, ce problème-là, qu'on pensait limité à un sport qui n'est pas de grosse pratique, la boxe, on se dit
ça peut concerner un sport beaucoup plus pratiqué aux États-Unis, le football américain. Et donc, c'est les États-Unis, hein, emballement médiatique, film d'Hollywood. Et donc, finalement, on s'aperçoit que ça peut toucher des sports que pratiquent tous les Américains. La bombe. Alors là, à partir de là, effectivement, les docteurs qui se désintéressaient de ça, de ces problèmes, les scientifiques, tout le monde va s'y intéresser. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ce cerveau-là, chez ces gens-là? Qu'est-ce qu'on trouvait chez ces boxeurs? Un cerveau globalement similaire à ce qu'on trouve dans la maladie d'Alzheimer. Une atrophie, hein, il n'y a pas besoin d'être pathologiste pour le voir, qui est principalement développée aux dépens de la région temporale interne, qui est une région qui pour fonction la mémoire et également le contrôle des émotions. Et puis donc, voilà, diverses lésions et surtout, une taupathie similaire à ce qu'on observe dans la maladie d'Alzheimer. Et jusqu'à une époque récente, ces gens-là, on disait ils font de l'Alzheimer, quoi. Alors après, les gens se sont penchés dessus et finalement, une maladie a été caractérisée avec des critères adoptés de façon internationale pour un problème que désormais s'appellera l'encéphalopathie chronique traumatique. Une taupathie, neurodégénérescence du cerveau avec dépôt de protéines tau, mais qu'est-ce qui fait que devant un tel cerveau, on peut le rattacher à des chocs à la tête répétés, outre la biographie de la personne? C'est les petites taches brunes que vous voyez dans le fond des sillons. J'ai de la lumière là-dessus, ouais. Donc là. Et ça, c'est en fait le dépôt de protéines tau, il a un pattern de distribution particulier, dans le fond des sillons principalement. Évidemment, à la fin, il y en a partout, quoi. Bien, donc, ayant ensuite une maladie bien caractérisée, avec des critères universels d'un pays à l'autre, eh bien, on s'est aperçu qu'en fait, beaucoup de sports, et y compris certains pour lesquels vous ne pensiez pas, on pouvait retrouver une encéphalopathie chronique traumatique. Plus également, retrouvé chez les personnels militaires, et cette année, des premiers cas qui commencent à être rapportés chez les femmes battues. Donc, on n'est qu'au début, en fait, de l'exploration de la partie immergée de l'iceberg. Alors ensuite, ce qu'il faut comprendre, et ce que j'essaye de dire aux journalistes, c'est qui poussent des hauts cris, c'est que le grand problème, c'est qu'on n'a aucune possibilité de diagnostiquer ça du vivant de la personne. Et partant de là, d'avoir une idée précise de l'importance, et puis de soigner précocement, d'arrêter une carrière, etc. Ça, c'est le gros problème. Alors, quand même, est-ce qu'on peut approcher ça? Eh bien, notamment aux États-Unis, à Boston, il a été créé une banque de cerveau d'anciens sportifs exposés. Et ces gens-là, donc, ils sont encouragés à donner leur cerveau à la mort, après leur mort, à la science. Et lorsque on a sous le microscope une encéphalopathie chronique traumatique, ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient des questionnaires en famille pour savoir comment ils étaient, ces gens-là, les dernières années. Et donc, on arrive ainsi à dégager un tableau clinique, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? Détérioration intellectuelle, trouble de l'humeur avec impulsivité, agressivité, bagarre, passage à l'acte, consommation de toxiques, alcool, substances illicites, stéroïdes. Vous voyez, ces choses-là semblent assez spécifiques. Ce n'est pas des trucs qu'on trouve dans les EHPAD chez les mamies qui ont la maladie d'Alzheimer. Alors, c'est pour ça que nous, ce qu'on fait à Toulouse, quand quelqu'un vient me voir avec cette préoccupation-là, c'est des gens qui arrivent, quand vous les croisez dans la rue, ils fonctionnent normalement. Eh ben, on demande toujours à ce qu'ils soient vus avec au moins une fois un membre de son entourage. Sur le plan radiologique, donc il y a 2 signes aujourd'hui morphologiques, mais il faut des IRM de très belle qualité qui peuvent aider. C'est donc cette cavitation de septum lucidum et aussi donc un certain degré d'atrophie cérébrale pour lequel il faut bien reconnaître que ce n'est pas des mathématiques, là c'est un petit peu au jugé. Globalement, donc, ce consensus international, il reconnaît très bien qu'un tel diagnostic, il n'est que probabiliste, basé sur une biographie spécifique et l'élimination d'autres maladies neurodégénératives, quoi, et surtout le suivi. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée de l'ampleur réelle de ce phénomène? Donc, dans la banque de cerveau de Boston, voilà, il donne ça, 87% de signes d'encéphalopathie chronique traumatique au football américain. Mais attention, ce n'est pas 87% des gens qui jouent au football américain, c'est 87% des gens qui donnent leur cerveau à la science.
principalement rapportés à très haut niveau, des professionnels, le haut du panier, vous vous rappelez, c'était pareil il y a 100 ans. Mais quand même, on a commencé à trouver quelques cas chez les sportifs amateurs. Il y a un effet dose là qui apparaît maintenant là, donc dans cette publication de Nature où il semblerait que plus on a passé de saison en NFL, plus le risque de développer un tel truc soit important. Alors ensuite, approcher donc l'importance du phénomène, 5 grandes études mondiales à ce jour donc sont présentes. Je vais m'attarder sur le design de la première et après les 5 autres, c'est à peu près pareil. Donc Lehman, Neurologie 2013, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé les fiches de sécurité sociale des anciens joueurs de football américains, NFL, et ils ont regardé de quoi ils mouraient et de quelles maladies, les maladies dont ils étaient porteurs au moment de leur décès. Et ils ont comparé ça aux données épidémiologiques de la population soumise au même environnement, la population des États-Unis d'Amérique. Et globalement, qu'est-ce qu'on apprend quand on lit ce papier? Nos anciens joueurs de foot de NFL, ils meurent des mêmes choses que les Américains. Maladies cardiovasculaires, cancer, accident. Maladies neurodégénératives, c'est à peu près, je crois, de mémoire, 7%. Mais maladies neurodégénératives dans la population des États-Unis, à peu près 2%. En gros, donc là, vous voyez, il y a un surrisque de 3,86. Donc, entre 3 et 4 fois plus de maladies neurodégénératives que les autres Américains, quoi. Mais contrairement aux idées reçues, les anciens joueurs de NFL, ils ne meurent pas à 45 ans avec un cœur comme ça rempli de stéroïdes. Non, ils meurent plus vieux et en meilleure santé que les autres. C'est un facteur aussi qui contribue à la surreprésentation de maladies neurodégénératives. Je vais aller assez vite sur les 4 autres études, dont une est française. Parce que le design est à peu près pareil. Donc ça a été fait donc, dans le rugby, hop là, international, et on trouve la même chose. Globalement, les anciens joueurs de rugby internationaux, ils vivent plus vieux en meilleure santé, ils meurent des mêmes choses que les autres des îles britanniques, les autres sujets de Sa Majesté, et ils font 3 fois plus de maladies neurodégénératives. Maintenant, là encore, je vais ébranler une idée reçue. 3 autres études ont été faites dans le sport le plus pratiqué dans le monde, le football européen, tel que chez nous. Les résultats sont les mêmes. Les anciens joueurs de football professionnels, ils vivent plus vieux en meilleure santé que le reste des gens autour d'eux, et ils font également 3 fois plus de maladies neurodégénératives que les autres. Parce que, très certainement, ce qui relie les chocs à la tête à ce truc-là, même si je vais vous aborder les limites, c'est pas les commotions, et ça les journalistes ont du mal à l'intégrer, c'est les chocs répétés dans la tête. Donc une étude a été faite en France par Emmanuel Laurent sur les joueurs de Ligue 1 et je le salue pour ça parce qu'il a publié dans une très belle revue. Bien. Alors ensuite, l'amateur. L'amateur, très peu de papier, quoi, parce que c'est facile de tracer un sportif professionnel, beaucoup plus difficile de mesurer l'exposition d'un sportif amateur. Alors on a ce papier-là, plus de 30 ans de recul, ils ont regardé ceux qui faisaient du football américain à la faculté versus tous les sports de contact, et là, à un niveau plus faible, pas le sport pro, ils ne le trouvent pas, ce sur-risque. Mais vous voyez, on n'est pas du tout dans les effectifs des autres études qui se chiffraient en milliers de personnes, quoi. Alors, il y a des limites, il y a des facteurs confondants. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais si vous me posez la question, je pourrais vous dire lesquels ils sont. Donc, je vous l'ai dit, bien montré chez les pros, beaucoup moins chez l'amateur. Or, c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Le caractère évolutif n'est pas connu de ce problème-là. C'est que ça apparaît pendant la pratique et l'exposition. Est-ce que quand j'ai arrêté, ça continue d'évoluer? On ne sait pas. Il n'y a que quelques disciplines qui osent affronter ce problème. On a parlé de 3-4 sports, mais pour tous les autres, ce n'est même pas un sujet. Alors que pourtant, quand on gratte et qu'on ouvre la boîte crânienne, on voit des choses. Voilà, c'est une médecine, on est au début de l'écriture et je suis ravi d'être invité dans les congrès de médecine du sport où le cerveau, c'est un organe qui petit à petit, on découvre, quoi. En tant que facteur de pathologie, mais aussi en tant que facteur de performance, qui est autre chose qui m'intéresse. Alors, donc ensuite, qu'est-ce qui favorise ça? Aujourd'hui, l'idée que l'on a tous, c'est que certainement, il y a de plus en plus d'arguments pour dire que les chocs répétés à la tête,
Ils sont responsables du développement d'une telle affection, mais pas tout le monde va développer, quoi. Donc là, cette étude qui a été publiée dans, je crois que c'est Nature, en gros, montre qu'à la sortie, les anciens joueurs de football américains, ils ont les mêmes performances intellectuelles que les autres, mais par contre, quand on s'intéresse au fonctionnement du cerveau, ils doivent mobiliser plus de neurones, des réseaux neuronaux qui n'ont pas besoin de mobiliser les autres pour avoir les mêmes résultats à la sortie. Donc il y a des possibilités de compensation pour éviter le développement d'une affection avec donc un véritable retentissement fonctionnel dans la vie quotidienne. Et je crois que j'en ai fini. Merci beaucoup, David. Avec toutes ces belles données médicales qui doivent certainement déranger un peu dans le milieu sportif, en tout cas selon certains sports. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On a peut-être le temps pour 1 à 2 questions. Oui. Parce que ce qui peut en découler, David, certainement aussi les modifications de certaines règles dans les sports, par exemple le foot, la limitation des têtes, que ce soit l'entraînement, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Parce que je crois qu'aujourd'hui, on a... dire que les têtes au foot favorisent les maladies neurodégénératives, c'est prendre un énorme raccourci, quoi. Énorme. Non, non, non. Moi, je crois qu'aujourd'hui, par contre, on a suffisamment de données pour dire qu'il a l'air de se passer quelque chose de neurologique chez des sportifs de haut niveau. L'amateur, non, on n'a même pas d'études. Donc, ça milite pourquoi? Eh bien, ça milite pour qu'ils aient un suivi neurologique un petit peu plus poussé, c'est tout. Il y a quelques années, il y a eu des morts subites sur les terrains de football, je crois. En tout cas, moi, homme de la rue, c'était ça qui sortait dans les médias. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait un suivi cardiologique plus poussé, parce qu'on s'est aperçu qu'il pouvait y avoir des problèmes. Donc je crois que là, les seules choses qu'on peut dire là-dessus, c'est de dire, chez des gens qui ont un profil un peu particulier, très haut niveau d'exposition au choc à la tête, je dois surveiller un peu plus le cerveau. Et la question qui vient derrière, c'est comment je le surveille. Donc ça, c'est des choses qu'on regarde, on essaye de mettre au point avec l'INSERM de Toulouse. Mais d'emblée, de dire il faut changer les règles pour tout le monde, moi, je suis pas du tout d'accord. Il y avait des questions? Oui, on entend quand je parle. Merci pour cette super présentation. Je voulais juste vous demander, est-ce que dans l'encéphalopathie chronique traumatique, elle a été retrouvée dans d'autres sports où il n'y a pas de choc répété, comme la natation, l'athlétisme ou d'autres sports? Non, là je vous ai mis des trucs, mais par exemple, vous avez vu, il y a une iconographie de baseball. Il y en a une autre de basketball, quoi. Ouais, il y a eu des cas rapportés dans des sports comme ça, pour lesquels vous conviendrez, ils sont classifiés sports de contact, mais on n'est pas sur les volumes d'exposition du rugby ou du MMA ou de la boxe, quoi. Voilà. Non, natation, non, pas trouvé. Mais vous voyez, Corsellis, dans les années 70, il a fait une enquête auprès de tous les laboratoires d'anapath du Royaume-Uni. Et le sport le plus représenté en dehors de la boxe, équitation. 20 cas. Et derrière, football, 5 cas. Rugby, 2 cas. Lutte, 2 cas. Une dernière question? Oui. Est-ce qu'il y a eu des études qui ont été faites chez les apnéistes de haut niveau, qui font donc des temps d'apnée longs et répétitifs? Est-ce qu'il y a une incidence sur les maladies neurovégétatives? Neurodégénératives pas à ma connaissance. Après, je pensais que j'aurais une question sur la sclérose latérale amyotrophique, mais tant mieux, parce que je ne l'avais pas préparé la réponse. Moi, mon focus de travail, c'est les conséquences neurologiques des chocs répétés à la tête. Alors, est-ce qu'il y a des papiers là-dessus? Je ne peux pas vous répondre de façon honnête, je ne le regarde pas. Moi, je m'intéresse à la maladie neurologique induite par des chocs. Donc, peut-être que ça existe, mais bon, j'ai pas mal bossé avec le judo, donc je les ai cités tout à l'heure, et la question des étranglements, elle revient souvent quand on fait les cours sur les commotions cérébrales. C'est deux entités différentes. À la sortie, on a la même chose, quelqu'un qui perd connaissance, mais le mécanisme lésionnel est totalement différent. Merci beaucoup.